Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je vous présente un livre de ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est le Testament et les manifestes de Louis XVI. Testament et manifestes de Louis XVI, qui est édité chez Équateur pour 10 € seulement. Dans ce livre, vous avez le Testament de Louis XVI avant sa mort, et vous avez également le testament de Marie-Antoinette. Et enfin, vous avez la lettre ou discours du roi aux Français à sa sortie de Paris, écrite la veille de ce que les historiens appellent la fuite de Varennes, le 21 juin 1791. Bon, j'ai choisi ce livre en raison du calendrier, si j'ose dire, puisque vous savez que l'on va commémorer la mort de Sa Majesté Louis XVI ce week-end, qui arrive les 20 et 21 janvier. La plupart des commémorations et des messes de requiem auront lieu non pas le 21 janvier, jour de la mort de Louis XVI, mais le 20 janvier, puisque le 21 janvier tombe cette année un dimanche et qu'il n'est normalement pas permis de fêter des messes de requiem le dimanche, selon les lois de l'Église catholique. Donc la plupart des messes de requiem de ce week-end auront lieu samedi. Et je peux vous dire que en ce qui concerne Paris, je peux vous en indiquer une des plus notables. Alors vous avez bien entendu une messe à Saint-Germain-l'Auxerrois pour la famille d'Orléans, vers 10 h, 11 h. Mais vous avez également une messe que moi je préfère, à la basilique Saint-Denis, qui commencera précisément à midi et qui sera célébrée par monsieur l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch. Et cette messe se fera en présence d'un catafalque représentant la dépouille mortuaire de Sa Majesté, et elle se terminera par la bénédiction dans la crypte de la tombe de Sa Majesté Louis XVI. Vous avez également dimanche un rassemblement place de la Concorde, dimanche 21 janvier à 10h22, heure précise de la mort de notre regretté roi Louis XVI, qui se fera place de la Concorde de façon assez informelle, autour de bouquets de fleurs et de discours. Et il y aura la lecture, précisément, la lecture, comme c'est le cas chaque année, la lecture du testament de Louis XVI, qui sera lu par peut-être le prince de Bourbon-Parme, ou un autre membre de la noblesse proche, issu de la famille des Bourbons. Il y aura également dimanche 21 janvier, bon, même si c'est pas autorisé normalement, il y aura en présence du duc d'Anjou une messe de requiem à la chapelle expiatoire à Paris, qui commencera à 10h30, célébré là encore par monsieur l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch. Et puis j'avais oublié de vous signifier qu'à Saint-Germain-l'Auxerrois, comme c'est la célébration des Orléans le 20 janvier vers 11 h, je sais plus l'horaire exact, ça se fera aussi, en présence du prince Jean d'Orléans. À chapelle expiatoire, c'est le duc d'Anjou, Louis XX, et à Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est Jean d'Orléans. Et puis les commémorations de Louis XVI, en tout cas à Paris, se poursuivront. Commémoration de la mort de Sa Majesté Louis XVI se poursuivront jusqu'au 27 janvier
Voilà, après, voilà. Retenez que les commémorations les plus notables sont Saint-Germain-l'Auxerrois, samedi, la basilique Saint-Denis, samedi 20 janvier, le rassemblement place de la Concorde, lieu où a été tué Sa Majesté Louis XVI, à 10h22, heure de la mort, et la chapelle expiatoire à 10h30, qui n'est pas très loin de la Madeleine et donc pas très loin de la place de la Concorde. Alors Louis XVI, qui c'est? Ai-je besoin de présenter Louis XVI? Je pense que tout le monde sait qui est Louis XVI, roi de France, de 1774 à 1793, puisqu'il n'a jamais cessé d'être roi, nonobstant les déclarations de l'Assemblée constituante ou de la Convention. Il a été proclamé, il est vrai roi des Français à partir de l'année 1790, mais il est resté pour la tradition roi de France seulement. À Louis XVI, il a succédé, vous le savez, à son grand-père Louis XV. Il a réuni les États généraux et vous connaissez, je ne vais pas m'appesantir sur les événements de la Révolution française qui ont démarré à la convocation des États généraux pour répondre et résoudre des problèmes financiers aigus que connaissait la monarchie à la suite de son endettement pour soutenir l'indépendance des États-Unis. Et à la suite également des vétos et du barrage que les notables opposés au roi, et notamment les parlements et les parlementaires de Paris et des autres provinces du royaume, qui refusaient une réforme de l'impôt que Louis XVI voulait, équitable et pour tout le monde. Comme la réforme de l'impôt, cette réforme de l'impôt, il voulait, Louis XVI, que les États généraux de 1789 le permettent, et que par ce geste, qu'il puisse imposer un impôt pour tous, nonobstant les ordres de chacun. Et les députés du tiers-État qui ont été favorisés par Louis XVI, qui a doublé leur nombre et qui a imposé le vote par tête plutôt que par ordre. Non, il n'a pas imposé le vote par tête, mais il a doublé le nombre de voix des États généraux. Voilà, il a donné un avantage, et comme il s'est heurté durant l'Assemblée des notables à l'opposition du clergé et de la noblesse, les États généraux ont été convoqués pour que Louis XVI, dans la pensée de Louis XVI, pour qu'il s'appuie sur le peuple. Et c'est pour cela qu'il a donné une prépondérance marquée au tiers-État. Mais ça lui a coûté très cher, puisque le tiers-État en a profité, les députés du tiers-État en ont profité de cet avantage sur les deux autres ordres aux États généraux de 1789 pour organiser un coup d'État. Un coup d'État. Eh bien cela, Louis XVI l'explique très bien dans son manifeste. Il l'explique très bien dans sa lettre adressée aux Français à sa sortie de Paris, qu'il a écrit à la veille de ce que les historiens appellent sa fuite de Varennes, le 21 juin 1791. Il dit qu'il a essayé de faire tout son possible pour accompagner les réformes nécessaires au royaume, nécessaires à la pérennité du royaume et à la pérennité de l'État, qu'il a joué le jeu jusqu'au bout, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que la royauté était totalement dévoyée, que les abus ne cessaient de croître, que la religion catholique était persécutée, et que malheureusement il s'est fait l'acteur de cette persécution en acceptant de signer la constitution civile du clergé, qu'il s'est rendu compte également qu'il était prisonnier alors qu'il était roi. De tous les Français, il se déclare: je suis le seul captif finalement, puisque Louis XVI, qui était très religieux, voulait
l'élément déclencheur qui l'a poussé à vouloir sortir de Paris et s'évader de Paris, c'est les Parisiens et les sans-culottes qui ont empêché son carrosse de sortir du palais des Tuileries et qui ont fait opposition parce qu'on disait que le roi voulait aller passer la Semaine Sainte à Saint-Germain-en-Laye auprès d'un prêtre non-jureur. Et on ne lui a pas permis d'exercer son droit, son libre droit de circulation. Et c'est pour cette raison qu'il a entrepris de se retirer de Paris et de faire respecter la Constitution de 1790. La Constitution signée et achevée, non pas achevée en 1790, elle sera achevée en 1791, mais la Constitution monarchique. Il dit bien dans son manifeste que l'Assemblée constituante, l'Assemblée nationale, a outrepassé tous ses droits, s'est rendue responsable d'ingérence à son encontre, puisqu'elle s'est permis de nommer des ministres, des ambassadeurs, alors que c'est le rôle du roi. Elle s'est emparée de fait du pouvoir exécutif qui est normalement réservé au roi, et elle n'a laissé, comme le dit Louis XVI au roi, que le vain simulacre de la royauté. Le vain simulacre de la royauté. Alors quel était le projet du roi? Ce n'était pas de fuir, comme le disent les historiens, c'était de faire respecter la Constitution qui était bafouée par l'Assemblée qui l'avait écrite. C'était de faire respecter la séparation des pouvoirs qui était cette séparation des pouvoirs tant vantée par le siècle des Lumières, qui était bafouée par l'Assemblée elle-même, qui l'avait érigée en principe. Le roi voyait bien que son pouvoir exécutif était atteint et qu'il n'en jouissait pas. Le roi était le seul détenteur du pouvoir exécutif et il nommait ses ministres. Quant à l'Assemblée nationale, elle était dépositaire du pouvoir législatif. Et bien, ce n'était pas le cas puisque l'Assemblée nationale réunissait les trois pouvoirs en elle, et cette séparation des pouvoirs tant vantée par Montesquieu n'était pas respectée. Et si le roi est parti de Paris, il l'explique, c'est pour faire respecter cette séparation des pouvoirs. Le roi est un homme des Lumières, il l'a lu Montesquieu, et il connaît la Constitution. Et il voit bien que l'Assemblée nationale a écrit une constitution pour son image. Mais dans les faits, elle exerce une tyrannie, si j'ose dire, une tyrannie athénienne, une tyrannie non pas des 30 tyrans, mais des 300 tyrans. Donc le roi, son projet, c'était de se retirer dans une place forte située à l'est du royaume, qu'on appelle Montmédy, sous la protection d'un maréchal qui lui était fidèle, et de là, sans partir du territoire français, de là renégocier la Constitution, et même pas renégocier la Constitution, faire respecter la Constitution par la force des armes s'il le faut, et donner au roi un pouvoir nécessaire pour lui permettre d'assumer le pouvoir exécutif qui lui est normalement réservé. Le roi voulait reprendre en main son pouvoir exécutif qui a été accaparé par l'Assemblée nationale. Le roi défend la Constitution en voulant se retirer à Montmédy, et on a pris ça pour une fuite. Donc dans cette lettre discours du roi aux Français à sa sortie de Paris, il explique toutes ses motivations et tous les événements depuis 1789 qui expliquent son geste et son désir de se retirer à Montmédy pour faire respecter la séparation des pouvoirs et pour faire respecter la Constitution la Constitution en cours de rédaction. Et faire respecter les principes des Lumières. Le roi était le véritable défenseur des principes des Lumières en voulant se retirer à Montmédy.
Ensuite, on a le testament de Louis XVI, qu'il écrit à la tour du Temple le 25 décembre 1792. Donc le testament arrive plus tard. Si le manifeste a été écrit le 20 juin 1791, le testament de Louis XVI a été écrit le 25 décembre 1792. Plusieurs événements se sont passés. La déclaration de guerre à l'Autriche. Et puis surtout, la prise des Tuileries, le 10 août 1792, où le roi a été contraint d'évacuer les Tuileries qui étaient assiégées par les fédérés marseillais et les sans-culottes pour se retirer dans l'enceinte de l'Assemblée constituante. Et c'est à partir de là que la royauté a été suspendue et que plus tard la royauté a été abolie. D'abord suspendue le 10 août 92, puis abolie le 21 septembre, si je ne me trompe pas, le 21 septembre 1792. En effet, les troupes austro-prussiennes étaient aux portes de Paris au moment où les sans-culottes et les fédérés marseillais, de passage dans la capitale pour défendre le royaume, pour s'opposer à l'avancée des austro-prussiens, se sont pris au roi et aux Tuileries, puisque Brunswick, le capitaine général des armées coalisées contre la France, avait publié un manifeste où il menaçait Paris d'une exécution militaire si un seul cheveu du roi ou de la famille royale était touché par les Parisiens. Et cette lettre a fait passer le roi pour, pour un traître aux yeux des sans-culottes, pour quelqu'un qui voulait le mal de ses propres sujets. Et c'est ça qui a déclenché l'attaque des Tuileries le 10 août 1792. Donc, à la suite de l'abolition de la monarchie, le roi a été séquestré avec sa famille dans la tour du Temple. Et à partir du 6 décembre, il a été séparé totalement de sa famille, de Marie-Antoinette, de son fils, de sa fille et de sa sœur, pour vivre une très dure captivité dans cette tour du Temple. Et c'est son testament religieux, spirituel, et le manifeste et son discours à sa sortie de Paris, c'est son testament politique. Et ce qu'il a écrit le 25 décembre à la Tour du Temple, c'est son testament d'homme et de particulier qui est prêt à apparaître devant Dieu, puisqu'il se doute qu'un procès se joue et qu'il a déjà participé à plusieurs séances du procès, et que l'objet de ce procès est de savoir si on va le tuer, si on va le tuer, le mettre à mort, ou si on va l'exiler seulement. Et vous connaissez l'issue terrible de ce procès, qui s'est joué à peu de voix, à une seule voix, qui a été la mort du roi. À une voix près, les députés ont prononcé la mort du roi. L'appel au peuple a été refusé. L'appel au peuple aurait organisé un vote, un référendum immense pour savoir s'il fallait tuer ou non le roi. Bien entendu, ça a été refusé parce que l'appel au peuple aurait refusé la mort du roi. Et le roi a été tué par la décision d'une centaine de Brutus, comme Saint-Just appelait les députés. Il y a un César et nous sommes 300 Brutus. Et puis, Louis XVI a été condamné à mort et a été tué le 21 janvier 1793, place de la Concorde, à 10h22. Et enfin, nous avons le testament particulier et spirituel de la femme de Louis XVI, Marie-Antoinette, qui elle est morte le 16 octobre 1793, qui fait comme son mari, s'en remet à Dieu. Louis XVI déclare qu'il est innocent de tout ce qu'on l'accuse et qu'il s'en remet à la bienveillance et à l'amour de Dieu, et qu'il promet que s'il entre en contact avec un prêtre d'ici là, il confessera et s'accusera de tous ses péchés et de ses fautes
pour avoir l'espérance d'être sauvé par Dieu. Voilà pour ce qui est du testament, du discours du roi aux Français à sa sortie de Paris et du testament de Marie-Antoinette, que vous pouvez trouver chez Équateur pour 10 € et qui va vous permettre, au-delà de tous les discours convenus sur la Révolution française, d'avoir le discours officiel du roi sur les événements de la Révolution française de 1789 jusqu'au 20 juin 1791, la veille de sa sortie, la veille de sa sortie de Paris, comme il l'appelle lui-même, la veille de sa sortie de Paris, pour essayer de rebattre les cartes. Donc, de 1789 au 20 janvier 1791, le roi vous raconte la Révolution de son côté. Si vous avez la version de Louis XVI en personne sur les événements de la Révolution de 1789 à 1791. Et je ne peux que vous recommander, au lieu d'avoir des jugements à l'emporte-pièce sur qui était Louis XVI et sur ce qu'a été la Révolution, de lire la version du principal intéressé, de lire la version du roi sur ces événements et comment il les explique et comment il les a vécus.